Le Conseil de défense européen est à Paris et on va pouvoir en parler dans une seconde. Mais l'événement du week-end, ça a été le discours de M. Vance, vice-président des États-Unis, qui a percuté, disons-le, l'opinion publique, en tout cas en France et sans doute en Europe, qui a dit des choses qu'on aimerait voir portées parfois par des incarnations françaises. Et évidemment, la réaction ne s'est pas fait attendre, mais nos incarnations, disons-le, en Europe, en France, ne sont pas exactement les mêmes. On va entendre M. Breton dans une seconde, mais vous me disiez, il y aura avant et après, et ce qui s'est passé ce week-end, ce vendredi, avec cette intervention, est décisif. Pourquoi, Vincent Hervois, dites-vous cela ? Vous savez, il y a des événements, des dates comme ça qu'on retient. Alors, il y a tous les grands rendez-vous terroristes qui ont fait basculer le monde, le 11 septembre, le 7 octobre, etc., dont on voit les conséquences immédiatement, qu'il y aura des conséquences lourdes à moyen terme, à long terme, sans pour autant, d'ailleurs, obligatoirement voir très bien ce qui s'est passé. Il y a eu, en France, il y a eu juin 40, et la France a failli y mourir. Il y a eu soi-disant 56, et la fin des empires coloniaux. Et là, ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu 3 événements coup sur coup. Il y a eu le coup de fil de Donald Trump à Vladimir Poutine, le réhabilitant. Il y a eu ensuite le discours de J.D. Vance, son vice-président, incriminant les Européens en montrant à quel point ils sont décadents et qu'ils ne méritent pas la démocratie, qu'ils ne sont plus à la hauteur du défi de la liberté. Et puis il y a eu enfin, ça c'était le dernier point, dans les conversations à Munich, les déclarations de l'envoyé spécial américain qui a expliqué que les Européens seraient tenus à l'écart des négociations entre Russes et Ukrainiens, que les Américains seraient les seuls à l'arbitrer. Donc les Européens sont à l'écart de la négociation de la paix. Ils auront à fournir les garanties de sécurité, ce qu'on appelle les garanties de sécurité. Ils auront à payer, mais ils auront aussi à se taire. Et donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, semble-t-il, c'est que l'Amérique a lâché l'Europe. Que l'idée qu'on se faisait de l'Occident et que les États-Unis seraient toujours là à la rescousse, eh bien c'est terminé. Et ça, c'est un événement qui est absolument considérable parce qu'on est incapable aujourd'hui d'avoir une souveraineté, d'assurer notre propre sécurité. L'Europe est absolument impotente. On ne peut pas faire la guerre et on ne peut pas non plus faire la paix. Alors moi, on va écouter par exemple M. Breton et puis M. Barrot. Mais c'est vrai que si je fais la guerre, avec M. Breton et M. Barrot, je suis inquiet. Hein. Ça, je pars pas à la guerre avec eux. Hein. Parce qu'effectivement, je sens que c'est pas exactement les profils, oui, bien évidemment. Sauf que ça fait 3 ans que vous faites semblant de faire la guerre. Oui, bien sûr. Enfin, les Américains l'ont perdu quand même. Non, mais j'ai rien contre M. Breton. Mais c'est une synthèse de ce que, effectivement, produit l'Union européenne. Donc des gens sans doute complètement déconnectés de la réalité. M. Macron n'est pas loin non plus de ce type de profil. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a effectivement des gens... Heureusement que vous n'avez rien contre eux. Non, mais j'ai rien contre eux, mais on voit bien que ces hommes-là... C'est pas une question ni d'intelligence, d'ailleurs. C'est des profils... Ils ne sont pas adaptés au monde qui arrive et sans doute aux conflits qui peuvent arriver. Écoutez ce que disait par exemple M. Breton. Il faut que nous soyons tous conscients, nous, Européens, comme vous venez de le rappeler, Guillaume Darey, que oui, nous vivons désormais un moment historique. Pour moi, il est de même nature, et je pèse mes mots, que celui que nous avons connu... à la suite du chute du mur de Berlin. Mais quand on voit aujourd'hui les acteurs qui sont autour de la table pour discuter de cette question, c'est-à-dire tout simplement Vladimir Poutine et Donald Trump, c'est donc bien de la partition de l'Ukraine dont il s'agit, mais derrière, ne nous y trompons pas, c'est aussi, quelque part, de la partition de l'Europe dont il va être question. Donc oui, ce moment est l'un des plus graves de notre histoire contemporaine. Il dit un peu la même chose que vous, mais il n'a pas une analyse un peu différente. Non, sauf que l'Ukraine n'est pas en Europe, forcément, sauf qu'on n'est pas obligé de partager cette espèce de pessimisme fondamental qui se nourrit d'informations bidons, à savoir que les Russes, dans les 5 ans, attaqueront l'Europe, ce que nous disent les services de renseignement allemands,
qui sont en général une usine à désinformation absolument invraisemblable, mais on fait seulement de les croire. La question, en fait, la question, si vous voulez, qui se pose, qui est considérable, c'est que l'Europe a abandonné depuis très longtemps sa souveraineté et qu'aujourd'hui, elle se retrouve face à, après avoir joué la politique du pire avec la Russie, avec son voisin russe, elle se retrouve aujourd'hui livrée, abandonnée à elle-même face à un voisin qui est devenu agressif, menaçant, et discrédité face à d'autres menaces qui viennent du Sud. Donc on est en grande fragilité. Je me permets quand même de dire que, et c'est aussi la difficulté des hommes d'État aujourd'hui qui n'ont peut-être pas la vision qu'il faut, je me permets de repenser à ce que disait Nicolas Sarkozy sur ce qu'il fallait faire avec Vladimir Poutine et combien il fallait être avec lui. Et combien il fallait compter avec la Russie, qui était la position de Nicolas Sarkozy, qui était évidemment la meilleure aujourd'hui par rapport à la folie qui nous a, depuis 3 ans, qui nous a fait entrer en conflit avec frontal, avec Vladimir Poutine. Quand vous faites la guerre, il faut savoir que ça coûte très cher, que ça dure très longtemps, que ça fait très mal. J'entends. Et il faut la gagner. Non, mais j'entends, mais convenez que... En fait, c'est une catastrophe dans plein de domaines. C'est un peu une catastrophe. Mais alors, dans plein de domaines. Et que l'Europe, évidemment, que quand vous écoutez Thierry Breton et que vous écoutez Vance et Trump, vous choisissez rapidement votre camp. En fait. Mais on a le droit quand Parce même. que vous savez qui va vous protéger. Excusez-moi, non mais moi quand même, alors je suis d'accord avec un certain nombre de choses, mais je vous trouve très un peu irénique par rapport à Poutine. Peut-être que les services secrets allemands se trompent. Il n'empêche, il me semble qu'on doit, que l'Europe, nous, on devrait se défendre éventuellement contre des menées de Poutine qui n'est pas un ange. Et par ailleurs, là je parle sous votre contrôle, cher Vincent, est-ce que c'est pas l'Amérique qui a perdu cette guerre? Parce qu'après tout, ça, très bien, on y était en deuxième intention, mais sans les armes américaines, il me semble que cette guerre n'aurait... les Américains suivent leurs intérêts. Si vous me permettez, c'est pas tout à fait... Les Américains suivent leurs intérêts. Ils nous ont conduits effectivement à cet affrontement. Ils l'ont voulu. On a appris au cours des dernières semaines, vous savez, les révélations n'arrêtent pas en ce moment. Oui. Hein, c'est invraisemblable. On a appris par exemple qu'à travers USAID, la CIA avait injecté 5 milliards de dollars dans la révolution de Maïdan, le coup d'État 2014, où tout a commencé, parce que l'histoire n'arrive pas soudain comme ça. Bon, je voudrais qu'on voit le sujet en Ukraine. Et les Américains étaient à la manœuvre. Ils l'ont voulu, ils l'ont fait, on les a suivis. Moi, ce qui m'épate, si vous voulez, c'est que depuis 3 ans, on se raconte des histoires, on se fait tout un grand branle militariste. Alors, moi, j'ai apprécié les postures viriles dans la cour de l'Élysée, les embrassades avec le président Zelensky, comme si c'était un camarade de tranchée qu'on retrouvait après en retour du front. J'ai apprécié toutes ces espèces de discours volontaristes. Le ministre Le Maire nous expliquant qu'il allait ruiner l'économie russe, tu parles. Le président de la République nous expliquant qu'on était rentré dans une économie de guerre, tu parles. Toutes ces phrases bidons, tout ce discours vain, toute cette vanité qui était de la com, que de la com. Et aujourd'hui, la réalité nous présente l'addition, c'est dur à avaler. Surtout, ce qui est le plus dur pour notre arrogance naturelle d'occidentale, c'est quand le vice-président J.D. Vance balaye tout ça d'un revers de la main en disant « Le problème pour l'Europe, le danger, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est vous-même. Le problème... » C'est vous-même, vous ne croyez plus à la démocratie. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. On a un problème d'incarnation de nos leaders. C'est ça. On a un vrai problème d'incarnation. Ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur. Disons-le clairement, et vous venez très clairement de le dire. On va écouter Monsieur Vance. Le monde est en train de changer et il y a besoin d'incarnations très puissantes. Ouais. Il y en a eu en France dans le passé. Aujourd'hui, manifestement, elles ne sont plus au rendez-vous. Non plus, hein. Et en Europe non plus. Mais c'est ça le problème. Mais les petits hommes gris, ont pris le pouvoir de l'Europe. Hier, il dit, il faut vite désigner quelqu'un pour représenter l'Europe. Mais attendez, ça s'improvise pas, ça. On va voir le sujet. Je vous assure, j'ai rien contre Thierry Breton. J'ai rien contre lui. Mais évidemment, c'est pas un homme qui peut porter cette incarnation. C'est tout ce que je dis. Il ne peut pas la porter. Il peut être conseiller, il peut diriger des choses d'État, mais il peut pas porter une incarnation. C'est autre chose. Ah bah ça c'est le sujet. C'est le sujet du jour. Je vous propose de voir le sujet sur J.D. Vance et cette leçon de démocratie qui est donnée à l'Europe. Absolument. Sa leçon de démocratie fait des vagues sur le vieux continent.
Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le vice-président américain J.D. Vance a estimé que l'Europe était en train de perdre son droit à la liberté d'expression, des propos dénoncés par le chef de la diplomatie française. Nous ne devons pas nous laisser intimider, ni d'ailleurs laisser des Américains ou d'autres s'ingérer dans notre débat public. Nous avons une conception qui est propre de ce que c'est que le débat public, la démocratie, les campagnes électorales, etc. Et nous le protégerons parce que c'est un pilier fondamental de ce que nous sommes et de notre identité. Dans son discours, J.D. Vance pointe aussi du doigt le problème migratoire en Europe. Sur cette question, le ministre de l'Intérieur se montre bien moins critique. Bien entendu, il n'y a pas un phénomène social qui ait autant bouleversé la société européenne et française sans que jamais les Européens, voire les Français, n'aient eu à en délibérer. Et il a raison. Il n'y aura pas d'Europe puissance si on ne récupère pas ces éléments de fierté immatérielle. Aujourd'hui à Paris, les principaux pays des 27 vont se réunir autour du président de la République Emmanuel Macron pour des discussions sur la sécurité européenne et l'Ukraine. Évidemment, et on en a beaucoup parlé sur CNews ce week-end, ces deux interventions de M. Vance que je vais vous faire écouter d'abord sur l'immigration de masse. Je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que l'immigration de masse. Aujourd'hui, près d'une personne sur 5 vivant dans ce pays est venue de l'étranger. C'est bien sûr un record absolu. C'est un chiffre similaire, soit dit en passant, aux États-Unis, qui n'a jamais été aussi élevé non plus. Bon, ça c'est une réalité qui n'est pas prise en compte par nos dirigeants, qui nous expliquent, je le disais sans arrêt, que l'immigration est formidable, que c'est une chance pour l'Europe, une chance pour la France, une chance... Bon, à l'arrivée, l'AfD va faire des scores extraordinaires, sans doute sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils ont construit, ou ils ont produit l'AfD, les petits hommes gris, et ils vont expliquer que c'est un danger. Mais c'est eux qui l'ont produit, en fait. C'est ce que dit J.D. Vance. Aucun Européen n'est jamais allé aux urnes pour donner son assentiment à l'arrivée de millions de réfugiés ou migrants sur le continent. Donc tu es au cœur de ça, tu es au cœur de politiques qui ont été... Tu payes toutes les factures de 40 ans d'Europe, etc., donc, qui ont... globalement été des échecs. Donc, M. Vance a également parlé des médias. Je vous propose de l'écouter. Je suis convaincu qu'ignorer les gens, mépriser leurs préoccupations, ou pire, fermer les médias, annuler les élections ou les tenir à l'écart du processus politique ne protège en rien. C'est au contraire le moyen de détruire la démocratie. S'exprimer et donner son avis, ce n'est pas interférer dans une élection. Vous voyez, moi ce que j'aime dans Vance, c'est qu'en fait, il dit, il résume, il synthétise, c'est ça faire de la politique. Ce que je n'entends plus en France depuis des années. Tu as méprisé les gens, tu ne les as pas écoutés, les gilets jaunes, tu n'as pas écouté, tu as fait n'importe quoi, tu as été faire des grands des états généraux, tu n'as jamais eu les résultats. En 2005, tu as voté pour un truc, tu as fait le contraire. On peut multiplier les exemples. Et Vance, il dit, bah oui, bah effectivement, les gens, ils en ont marre, en fait. Et il dit, c'est pas possible. Et ils ont un leader qui dit très simplement les choses. Monsieur Vance, il dit très simplement les choses. Je crois que le discours de J.D. Vance, en effet, il vient officialiser l'implosion de l'Occident, du concept d'Occident. Nathan Devers. C'est-à-dire officialiser un divorce, mais qui avait commencé en fait bien avant, que ce soit pendant le premier mandat de Donald Trump, que ce soit même sous Barack Obama, entre les États-Unis et l'Europe. Et donc le concept d'Occident, on peut dire aujourd'hui, il n'est plus opératoire pour penser le monde. J'avais assisté la semaine dernière, il avait fait aussi un discours à Paris, au sommet sur l'intelligence artificielle, qui était également très virulent sur le modèle européen de l'intelligence artificielle, sur les soucis européens de régulation, d'écologie. Et ce que j'aimerais dire, c'est que là, dans la leçon, entre guillemets, que J.D. Vance veut donner, moi je veux bien qu'on critique l'Europe sur tout. La déconnexion des élites, le manque d'incarnation, l'absence de stratégie globale de sécurité, l'absence d'énergie, l'absence de vision, bon, etc. Mais si vous voulez, il faut se demander de qui peut-on recevoir des leçons. Quand M. Vance fait tout un passage, moi je l'ai lu en entier son discours et je pense que tout le monde doit le lire parce que c'est très important à lire. Quand il fait tout un passage sur le fait qu'en Roumanie, on ait annulé des élections à la suite de choses qui avaient été avérées, à savoir de manipulation du débat public par les Russes. Quand il fait tout un passage là-dessus, il faut quand même rappeler que lui, il appartient à une administration
qui a essayé de modifier, notamment en Géorgie, le résultat des élections, et que M. Vance avait déclaré lui-même à l'époque qu'il estimait que quand le résultat d'une élection lui déplaisait, il était possible, il était légitime d'aller à l'encontre de ce résultat. Si vous voulez, je vous donne un seul exemple, mais je ne crois pas que M. Vance ou M. Trump soient particulièrement bien placés pour venir expliquer à l'Europe, au vieux continent européen, comme disait Dominique de Villepin dans son discours en 2003, ce qu'est la démocratie. Vos réponses, c'est long. Sur la Roumanie, je suis un peu gêné pour vous répondre parce que j'attends avec impatience que vous me fournissiez les preuves qu'il y a eu une telle ingérence russe qu'elle ait modifié le résultat du premier tour qui a été annulé, les élections étant reportées à la fin du printemps. Moi, je n'ai pas vu, d'après les dernières analyses, il semblerait bien que ça a été un jeu de bonneteau et qu'on a liquidé l'Olibrius qui se retrouvait en tête du scrutin. On a annulé le scrutin en prétextant que les Russes l'avaient manipulé sans qu'on réussisse à le prouver. Ce qui pose quand même un petit problème dans les démocraties européennes. Ça, c'est le premier point. Quant au deuxième, sur qui nous fait la leçon, les Américains, il y a un nouveau shérif en ville, comme a dit Vance, et il n'aime pas l'Europe telle qu'elle est. Il n'aime pas le wokisme, il n'aime pas l'immigration, les portes ouvertes à n'importe qui et le changement d'identité. Il n'aime pas le refus d'accepter effectivement le résultat des urnes. Il n'aime pas brider la liberté d'expression. Et tout ça, effectivement, ça crée, entre les États-Unis et l'Europe, un divorce. Mais il y a eu tas de scènes de ménage. Il y a eu tas de scènes, c'est pas la première. Georges Fenech veut dire... peut-être une vision un peu plus optimiste sur ce qui s'est passé avec ce discours. Vous savez, on dit souvent qu'on peut tous dire entre amis. Oui, c'est vrai. Il est venu nous faire un appel du pied, en réalité. Où en êtes-vous, cette Europe qui nous a enseigné et légué la démocratie, voyez-vous ? Et sur les 4 points que vient de donner Vincent Herouette, le wokisme, l'immigration incontrôlée, etc., moi, je suis entièrement d'accord avec Vance là-dessus. Alors après, je ressens une forme d'humiliation en tant que citoyen français, européen, qu'on vienne nous donner des leçons. Mais je crois qu'elles ne sont pas totalement imméritées. C'est ça que je suis en train de vous dire. Le refus du résultat des urnes, quand même, le premier Trump n'était pas absolument emballé par sa propre défaite. Je ne parle même pas du Capitole. Des amis des Américains. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le refus et par ailleurs, sur la liberté d'expression, on peut critiquer les lois de censure européennes, la volonté de réguler et un certain nombre de censures, mais d'un autre côté, est-ce que le free speech américain, si vous voulez, produit de tellement meilleurs résultats? On n'a pas de solution à ça. Je vous propose d'écouter. Vincent. Pardon. Parce que là, il y a 2 ou 3 réactions que je voudrais vous montrer quand même. Je voudrais vous faire écouter Jean-Philippe Tanguy, qui était ce matin avec Sonia Mabrouk. Monsieur Barrot est un des plus soumis aux intérêts atlantistes et aux intérêts américains. Mais oui, mais parce que... Le conducteur de cette interview, c'est soumission. Mais évidemment, absolument. Absolument, vous avez raison, Mme Mabrouk. Le conducteur de ma critique et de mon analyse des dirigeants français depuis des années, c'est la soumission. Le pouvoir macroniste, quand il s'agissait de vendre des intérêts français aux États américains, ils étaient à plat ventre. Les macronistes, quand j'ai présidé une commission d'enquête sur les ingérences étrangères, la rapporteure macroniste a écrit noir sur blanc, tout le monde peut le lire, c'est public, les ingérences américaines sont à la lisière des ingérences. C'est-à-dire qu'ils considéraient que par nature, quand c'était M. Biden ou avant quand c'était M. Obama, les ingérences américaines, c'était pas grave. Il vous répondait quand c'est Trump, que vous c'est étiez grave. Soumis à Poutine et à la c'est faux, c'est eux qui étaient aussi soumis à Poutine. C'est pas le Rassemblement national qui a construit 2 gazoducs géants qui ont relié l'Europe à la Russie. C'est nos adversaires politiques. Nous, on a toujours été pour l'autonomie de la France et de l'Europe quand nos alliés le voulaient. Et puis il est 9h21, donc on va saluer notre ami Thomas Hill. Thomas, merci d'être avec nous cette semaine, puisque c'est une semaine de vacances pour vous. Oui. D'ailleurs, votre coiffure en témoigne.